Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir en direct sur France Maghreb 2. C'est parti, effectivement, on est en direct sur Facebook France Maghreb 2, sur la page Christophe Le Grand Forum. En ce 7e jour de confinement avec nous ce soir pour nous accompagner, pour m'accompagner avec un programme encore ultra chargé ce soir. Monsieur Abdestabitache, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir aux connectés. Bonsoir Monsieur Philippe Boyaki. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, aux auditeurs, aux auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et Facebookers et Facebookiennes. Madame Samia Chiki avec nous ce soir. Bonsoir Samia. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Céline Bory est aussi de la partie, plus belle que jamais. Comment ça va ma Céline? Ça va très bien. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver ce soir et comme chaque soir depuis le début de ce confinement pour vous accompagner avec un programme ultra chargé. Nous recevrons ainsi dans quelques minutes en liaison avec Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 contaminés au coronavirus, j'allais dire un gros mot, du côté de Gaza. Nous serons en direct avec Ziad Medouk pour nous faire part de ce qui se passe réellement et il y a de quoi s'inquiéter. Le monde qui est présent à Gaza dans un endroit extrêmement restreint, la plus grande prison à ciel ouvert. C'est à Gaza que ça se passe. On sera avec Ziad Medouk dans un instant. D'abord, première question. Céline Bory, comment s'est passé ce 7e jour de confinement? Est-ce que les nerfs commencent? Les nerfs, non. Tout va bien jusqu'à maintenant. Juste moi, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu dur aujourd'hui, parce que comme ma fille qui est en garde partagée a dû partir, donc se séparer pour une semaine dans ce contexte-là, c'est un petit peu stressant. Mais bon, voilà, sinon tout va bien. Tu as eu de quoi ta fille jusqu'alors? Ouais, bah ouais, toute la semaine, on a trouvé des occupations jusque-là, entre lire, dessiner, peindre, on a fait marcher la créativité. Super. Et puis, il y a des devoirs, Samia Chiki, c'est un jour de ludique aujourd'hui. On a repris un peu les cours avec les enfants? Non, on a repris les cours. C'était un petit peu compliqué parce que je me sentais très mal ce matin. Mais non, on a quand même assuré. On a terminé il y a quelques minutes du coup, vu qu'on a commencé un petit peu tard ce matin. Donc voilà, une journée type. Alors par contre, ils m'ont réclamé des bonbons et puis il n'y avait pas de bonbons, donc ils m'ont dit va nous en acheter. Je leur ai dit non, je vous en achèterai pas. Et on a regardé un petit peu sur le net et il y a des super bonnes recettes de bonbons à faire à la maison. Donc voilà, j'invite tout le monde à ne pas faire sortir pour acheter des bonbons. Samia, de ces 4. Voilà, donc je vous enverrai la recette. Ça pourrait faire une rubrique. Très bien. Exactement. Alors, monsieur Stabita, s'est passé ce 7e jour de confinement aujourd'hui? Bah écoute, petite sortie. Alors c'est devenu une sortie. Hein. Aller à la pharmacie pour voir s'il y avait des masques, s'il y avait du gel, s'il y avait des thermomètres. Hormis ça, bah écoute, c'est matinée jardinage. J'ai pu planter. Très bien. Ouais, j'ai planté des tomates. Et la petite anecdote, c'est que on a planté de la menthe. D'habitude, c'est tomates. Pardon? C'est pour Philippe les tomates. Bah ouais, mais tu vois comme quoi. Mais alors j'ai la main verte, c'est seulement que je n'avais pas le temps. Et pour le coup maintenant. Et petite anecdote, il a été question de planter de la menthe. Et j'avais acheté de la menthe, sur le sachet il est marqué menthe marocaine. Et ma femme m'a regardé en me disant tu pouvais pas acheter de la menthe algérienne. Et dans son regard de DZ, je sentais qu'elle avait envie que je fasse demi-tour pour repartir au supermarché pour aller chercher de la menthe algérienne. Voilà, c'était la petite anecdote oui. D'accord. sympa.
La petite anecdote du jour. Philippe Boyaki, est-ce que les enfants sont restés aussi sages aujourd'hui, en ce 7e jour de confinement? Je parlerai en conscience de mon avocat. Voilà. Non, arrête avec tes avocats, t'allais pas là ce soir. Mais ouais, je sais bien. Mais ils ont été, ils ont été. C'est très difficile pour eux. Blague à part, c'est très 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 difficile. Ils sont à un âge où ils ont besoin de bouger, besoin de se dépenser. Donc bon, on a les PAO, on a les grandes box, donc ils se défoulent un petit peu, mais c'est pas pareil que quand ils jouent avec leurs copains, leurs copines. Et donc voilà, c'est deux enfants niveau différents scolaires, donc ils ont fait globalement des devoirs toute la journée. Mais il y avait un petit truc sympa ce matin sur France 4, les cours à la maison. Je voudrais juste dire aux réalisateurs, s'ils pouvaient demander aux maîtresses de sourire un petit peu plus, ça rendrait le truc un petit peu plus sympa. Voilà. 18h38, vous êtes bien sur France Maghreb 2 sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, bien sûr. Vous nous regardez chaque soir, c'est le Grand Forum s'adapte au coronavirus, ou plutôt à la crise que nous vivons en ce 7e jour de confinement. Et nous allons faire un petit zapping pour commencer. Et pour commencer, j'ai envie de dire que c'est l'image du jour. Ce sont les Cubains qui sont venus apporter de l'aide aux Italiens. Voici leur arrivée à l'aéroport en Italie sous les applaudissements. Bravo aux Cubains, en tout cas, qui sont venus apporter aux Italiens. Qui a envie de réagir là pour saluer cette initiative des Cubains qui sont arrivés apparemment bien équipés pour venir en aide donc aux Italiens? Il faut savoir que les médecins cubains sont très réputés et le service de santé cubain est un système qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la solidarité internationale, donc il y a plus de frontières et on peut quand même remarquer que ce sont pas forcément nos voisins les plus proches, vu la crise actuelle que vit l'Europe, qui vient aider l'Italie. Mais que du coup, c'est ces pays qu'on regarde parfois d'un mauvais œil, nous en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux en général. C'est aujourd'hui ces pays-là qui viennent apporter de l'aide dans l'urgence. Exact, Samia, l'aide en tout cas effectivement que vient d'exprimer ces images. Céline qui nous dit que ce ne sont pas les pays les plus proches qui apportent de l'aide. Quand tu vois les Cubains qui viennent apporter de l'aide à l'Italie, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te... Alors, je trouve ça magnifique de la part de Cuba d'avoir été aussi réactif. Et je crois que c'est plus de 50 médecins qui sont arrivés. Donc, c'est vraiment d'une grande générosité de leur part. Et puis, ça montre la totale incompétence de l'Union européenne aujourd'hui à être réactive. Et puis, quand on voit la Commission européenne qui est sans cesse en train de faire des directs et puis de dire on a débloqué des millions, on est en train de faire des réunions. Enfin, ils sont en réunion tous les jours, mais en réalité, sur le terrain, il y a aucune action qui est faite. Alors, on enchaîne avec une autre petite vidéo. On n'avait pas de nouvelles de Éric Zemmour depuis qu'on ne parlait plus des musulmans, de l'islam. Eh bien, que nenni! On a retrouvé Éric Zemmour qui nous parle des musulmans durant le confinement. Eh bien, même pendant le confinement, il continue de raconter des conneries. Écoutez Éric Zemmour. Des gens qui sont nombreux, en particulier des Africains, et qui font des barbecues. Et quand les policiers arrivent, ils se révoltent, ils les frappent, etc. Ils hurlent. De toute façon, c'est une maladie de blanc, on est protégé par Allah. Et donc, il faut, je vous assure, je le tiens officiellement de policiers, et non, il faut qu'ils mettent les casques, qu'ils les frappent, etc. C'est incroyable. Il y a eu des pique-niques au bois. Voilà, Éric Zemmour. Voilà, rigolez. Il faut qu'il change de métier. Moi, je m'invite à aller au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes parce que ce week-end, il y avait énormément de gens au bois de Vincennes. Des habitants de Vincennes, de Charenton, de Saint-Mandé, toutes ces communes riches, entre guillemets, et qui, eux, n'ont pas fait les frais de répression violente de la part de policiers.
Ouais. Samia, Éric Zemmour, toujours égal à lui-même. Hein. Moi, je suis overdosée de ce personnage, donc moins on en parle et mieux je me porte et mieux je pense que tout le monde se porte. D'accord. Donc, Samia n'a pas envie d'en parler et on peut la comprendre. Boycottez-le. Voilà, on le boycotte. Abdeslam, Zemmour. Ouais, c'est son fonds de commerce, c'est sa réelle nécessité d'exister. Le problème, c'est que les musulmans ne sont pas dans l'actualité, donc par un Donc lui aussi vit la crise. Oui, il vit la crise, et donc par ce petit subterfuge, il arrive à introduire les musulmans dans tout ce qui est coronavirus, confinement, ces musulmans qui sont d'un très mauvais comportement. Et non, c'est du Zemmour, c'est du Zemmour. Bon. Philippe, Éric Zemmour, tu peux lui décrocher un poste au Jamel Comedy Club? Non, ben, impossible. C'est la catégorie au-dessus. Il n'a pas assez de talent. Non, t'es fou, il a trop de talent, c'est à mourir de rire. C'est voilà, des Africains qui crient Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis, mais il passe sur CNews sans problème, il a les clés. Donc en vérité, Zemmour n'est que la courroie de transmission d'un schéma bien établi, de celui de la Macronie qui veut en 2022 se retrouver juste en face à face avec Marine. Je tiens juste à leur dire, malheureusement, là, vous avez pris une claque aux dernières élections municipales. Je peux vous assurer qu'en 2022, vous allez complètement disparaître. Il n'y a pas que qu'on pris une claque. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y en a pas mal qui ont pris des claques. Alors, voici une petite vidéo des chansons. Vous savez qu'en période de confinement, ça fait du bien aussi d'écouter de la musique et stresser. Eh bien, voici les chansons que censurées durant le confinement. Les images des voilà, on voudrait avoir le son. Donc, les spectateurs aimeraient avoir le son. Ça arrive. Oui. Bah, en même temps, c'est du direct, hein, les amis. Voilà, en direct sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Les mettre durant cette période confinement à boycotter. On enchaîne très vite parce qu'on va accueillir dans un instant monsieur Ziad Medouk depuis Gaza, Édouard Philippe, Sibeth Ndiaye et Laurent Nunez, qui nous disent que tout va bien. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. Ces masques donc, ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Non, mais c'est juste scandaleux d'entendre ça ce soir, qu'il n'y a pas de pénurie de masques, que tout va bien, alors que le personnel soignant d'entre eux n'en ont pas ou n'en ont pas assez. Céline, qu'as-tu à répondre à Sibeth Ndiaye? Il y a plusieurs choses qui sont scandaleuses, c'est de la manière dont on prend les Français pour des imbéciles. D'une part, oui, c'est très grave le fait qu'ils n'aient pas anticipé cette crise et qu'il n'y ait pas de masque dans notre milieu, dans divers établissements hospitaliers. C'est des manquements graves des responsables par rapport à cette crise qu'on aurait pu anticiper, parce que je le répète, le premier cas qui a eu lieu à Wuhan, c'était le 17 novembre dernier, on savait que ça allait nous arriver. Deuxième chose qui est très très grave, c'est cette communication qui tend à dire que le masque ne sert à rien, alors qu'il suffit de regarder chez nos voisins taïwanais ou hongkongais le port du masque universel, et je ne parle pas du masque FFP2, je parle du masque classique, entre guillemets chirurgical, a permis d'enrayer l'épidémie, parce que même les malades qui ne se savaient pas malades, en portant ce masque, ont protégé leurs voisins, leurs amis. Et du coup, c'est ce port du masque massif qui a permis de réguler l'épidémie. Donc, nous dire que ce masque ne sert à rien, c'est un mensonge pour cacher le fait qu'ils n'ont pas prévu d'en avoir suffisamment. Et enfin, quand tu as Sibeth Ndiaye qui te dit que moi, je ne sais pas porter de masque, avoir un DESS et pas être capable d'attacher un masque chirurgical en y mettant son nez et sa bouche à l'intérieur, il ne faut franchement pas prendre les Français pour des imbéciles.
Bon, Samia, quand même, quand on écoute ces politiques nous dire qu'il n'y a pas de problème de masque, alors que l'on voit au quotidien sur les chaînes d'infos qu'il y a justement un problème au niveau des masques, qu'on recherche des masques partout désespérément pour aider le personnel soignant, c'est juste hallucinant d'entendre ça ce soir. Un petit peu du monde, hein, je pense que, on l'a répété vraiment un petit peu tous les jours et puis tout le monde s'en rend compte maintenant. Donc, voilà, les membres du gouvernement passent vraiment pour des guignols. C'est vraiment le terme, je pense, approprié. Et bien entendu, ils commencent même maintenant à mettre la responsabilité sur le précédent quinquennat, le précédent gouvernement, etc. Donc, ils vont se renvoyer la balle. Voilà. Et plus grave que ça, mettre la responsabilité sur des gens qui portent le masque parce qu'ils ont veillé 2-3 masques dans leur tiroir, au lieu d'assumer leur responsabilité. Tout à fait. Ouais, c'est absolument honteux. En tout cas, je rappelle que vous pouvez commenter, bien sûr, ce live sur France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Partagez, likez et commentez, bien sûr. On vous lit, on affiche vos commentaires à l'écran. Et Céline, Samia et Abdeslam Philippe, bien entendu, se feront l'écho de vos commentaires de temps en temps, s'il vous plaît, et principalement s'il y a des questions à poser à Ziad Medouk dans un instant. Une dernière petite vidéo avant d'accueillir Ziad Medouk. Samia, on se connecte avec lui, donc pour quelques minutes dans un instant. Christine Katlama, je la connais pas. Elle est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière et on vous propose également d'écouter Michel Simès, de Nouveau Comique des médecins. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. Il s'est fait tailler sur Twitter, Michel Simès. C'était violent, Michel Simès, par rapport à effectivement ce virus. C'est vrai qu'ils étaient quelques-uns à dire oui, ce n'est qu'une grippe. Follet, hein, on se rappelle, Philippe. Tout à fait. J'en faisais même partie. Je le dis. Moi aussi, pour être très honnête. J'ai écouté l'avis des spécialistes. J'ai écouté le gouvernement qui me disait dans de panique. J'étais un des premiers à relier l'appel d'MJ Damgarab qui disait attendez, je crois qu'il se passe quelque chose. Rapidement, au lieu parmi plein de personnes politiques, et y compris au sein de ma ville, où on a dit ce type-là veut juste surfer sur la vague et vous faire peur, il est irréaliste. Bon, je me suis rangé parce que effectivement, tu vois bien, il y a une infectiologue, Madame Katama, que je connaissais pas, qui est de la Pitié-Salpêtrière, quand même, qui est un des meilleurs établissements au monde, reconnu mondialement avec Marseille d'ailleurs. Et on en parlera si vous voulez bien, des études de monsieur, du professeur Raoult, qui te dit, mais non, mais c'est bon, ça va, c'est une grippe. La grippe, elle tue 10 000 personnes par an. Toi qui es écolo, tu sais que la pollution tue 65 000 personnes par an. C'est bon, il va y avoir 200 à 300 morts maximum, donc ça va. Arrêtez d'affoler les gens, vous faites n'importe quoi, vous êtes irresponsables. Et donc, je me suis rangé et j'ai dit, effectivement, calmez-vous. Vous voyez bien ce qu'ils disent, c'est en train d'être confiné en Chine. Agnès Buzyn, on a des déclarations. Hein, regarde, on va vous mettre sa photo ici. Le 20 janvier, elle dit le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Et donc, lorsque tu as ces responsables qui, à longueur de temps, sur les différentes chaînes mainstream, en boucle, te disent que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu finis par les croire et te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est ça. Céline, sur cette vidéo et sur Michel Simès. Alors moi, contrairement à d'autres, et j'aurais préféré avoir tort, je ne croyais pas du tout le discours qu'on nous a envoyé pendant des semaines à dire c'est pas grave, c'est qu'une grippette. Je regardais un peu ce qui se passait en Chine, comme tout le monde, mais peut-être de manière un peu plus poussée, et je ne voyais pas comment nous on pouvait passer au travers. Donc j'ai pris mes précautions peut-être un peu plus en avance, quitte à passer un peu pour une parano auprès de mes proches, auprès de ma famille, en me baladant avec mon gel, en disant faites gaffe, c'est pas qu'une grippette, faites attention, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas un système de santé miraculeux. Et puis le fait est aussi que j'ai des personnes vulnérables dans mon entourage sur des pathologies pulmonaires, qui fait que peut-être ça explique aussi le fait que j'ai pris la chose très au sérieux dès le début.
le discours tenu est irresponsable. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra, ces gens qu'ils soient élus ou pas, ou médecins, ces gens devront prendre leurs responsabilités par rapport aux propos qui ont été tenus, par rapport au fait que les élections municipales ont été maintenues pour le premier tour, par rapport au fait qu'on a dit aux Français, allez-y, lavez-vous juste les mains, tout ira bien, allez au théâtre, continuez à sortir, pour que quelques jours après, on vous dise restez tous chez vous, et qu'en plus, on responsabilise les Français et on les culpabilise. Or, les vrais coupables, même si, à mon sens, évidemment, chacun individuellement doit prendre ses responsabilités sur le fait de respecter le confinement et de protéger soi-même et les autres, mais les principaux, les véritables responsables de cette crise sont nos gouvernants, non pas qu'ils n'aient pas vu la crise arriver, mais qu'ils n'ont pas voulu la voir. Et le mépris qu'ils ont eu à l'égard des autres pays en se pensant supérieurs, il va falloir payer de ça parce qu'il va y avoir des morts à cause d'eux. Absolument. Monsieur Abslamitash, 18h53. Sur Michel Simès, sur cet infectiologue de la Sainte-Pétrière, pardon. Un commentaire? Eh bien, autant concernant les professionnels de la santé, qu'il n'ait pas eu une vision long-termiste me pose problème. Ensuite, concernant le politique, c'est une première, cette pandémie. Et je crois que personne n'était préparé à tout ça. Et que forcément, lorsque l'on a affaire à des experts ou soi-disant experts qui vous rassurent et vous disent « mais non, ne vous inquiétez pas, aucun risque, faites le premier tour des élections municipales ». Donc, je vous laisse imaginer, lorsqu'il parlait du premier tour, il parlait aussi du second tour. Et vous avez vu un petit peu le chiffre tel qu'il est monté de façon exponentielle. Aujourd'hui, les chiffres sont très inquiétants sur le nombre de personnes qui sont alitées, le nombre de personnes qui décèdent. Et forcément, voilà, c'est très facile de tirer un bilan une semaine ou 2 semaines après. Mais je pense que personne n'était préparé à ce type de fléau. Et une chose est sûre, c'est que si par mésaventure ou par malheur, on devait avoir un nouveau coronavirus, un Covid-20 ou je ne sais quoi, il est certain et évident qu'on sera beaucoup mieux préparé et que le confinement ne prendra pas autant de temps qu'il n'a pris là aujourd'hui. Donc, moi, écoutez, j'ai confiance sur l'avenir et je pense que pour les fois suivantes, on pourra être meilleur. Je suis désolée, je vais juste revenir sur ce que dit Abdeslam. Je ne vois pas comment on ne pouvait pas s'y attendre. Il suffisait de regarder ce qui se passe en Chine, Abdeslam. À l'époque de la mondialisation, tu vois ce qui se passe à Wuhan au mois de janvier, même si tu n'y es pas au mois de novembre. En janvier, il y a une alerte. Comment tu ne peux dire qu'on n'était pas préparé? On n'est pas le premier pays. Les Chinois n'étaient pas préparés quand c'est arrivé, puisque c'est le premier pays sur lequel le virus est arrivé. Nous aurions pu nous préparer. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Céline, cette situation, je la déplore autant que toi, mais pour beaucoup, dans l'inconscient, la Chine, c'est loin, et que le taux de développement de ce Covid-19 a été tellement important et sa propagation qui a été vraiment éclair, ça, on s'y attendait pas. Et que de toute façon, aujourd'hui, on le découvre. C'est pas faux ce qu'il dit Abdeslam. La Chine est très loin, l'Italie était à côté. Oui, on a mis du temps quand même à réagir. Donc les Italiens sont plus bêtes que nous et les autres pays sont moins bêtes que nous, c'est ça? Enfin, je comprends pas. Les Américains aujourd'hui, je tiens juste à t'apporter une précision. Les Américains qui étaient au 9e rang. Je n'ai pas dit que les autres étaient plus bêtes que nous. Je dis que nous, pays européens, que ce soit italiens ou n'importe quel pays occidental, pouvaient prévoir à l'époque de la mobilisation. Les Américains qui étaient au 11e rang il y a une semaine sont au 3e rang. Mais je ne suis pas là pour juger les Américains. Je ne vote pas aux États-Unis. Je te dis juste qu'en France, on a tardé. Et quand je parle des élus et des politiques qui ont pris cette décision, je ne parle pas des élus locaux. Je parle des gouvernements. On parlait des médecins. Est-ce que ces médecins ne sont pas à la solde des pouvoirs, ces épidémiologistes qui ont dit non, vous ne risquez rien? On sait très bien qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Ne commence pas à énerver Céline Abdeslam. Non, mais ce que je veux juste dire, une chose est sûre, c'est que personne n'était préparé à tout ça et que ce confinement-là, c'est une première en France, c'est une première même dans le monde. Les gens, on contraint les gens à rester chez eux. Ça s'est jamais fait. Et l'un des effets pervers de la mondialisation, et vous le voyez bien, nous sommes hyper actifs dans nos activités entre le travail, la vie de famille, les courses, les différentes démarches administratives et autres. Vous le savez bien, dans une journée, on fait 10 choses. Et que ça on enchaîne les amis parce qu'on est en retard.
Et il faut qu'on enchaîne, Ça bien sûr. n'explique pas le manque de masques et de gel hydraulique. Je m'arrêterai là. Absolument. Absolument, Céline. Je rappelle, commentez, partagez, likez Facebook, France Maghreb 2. Christophe, le grand forum sur Facebook. On est en direct chaque soir, 18h30, en ce 7e jour de confinement. Alors, ma chère Samia Cheki, on va établir la connexion avec Ziad Medouk depuis Gaza. Est-ce que monsieur Ziad Medouk nous entend en direct de Gaza? Du coup, c'est Samia, on ne l'entend pas non plus. On t'entend pas, Samia. Ouais, on n'entend plus Samia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend plus Samia? Bah, t'as dit Gaza, toi aussi, t'es marrant. Non, mais j'ai remarqué, vous me boycottez souvent, ma Samia, c'est pas normal. Ah ouais, mais bon. Confinement, Gaza, tu cherches des problèmes, toi. Oui, c'est vrai. Bon. Mais on est là, on espère établir la connexion avec Samia. Je rappelle demain qu'on aura un invité exceptionnel, Anas Kazib, qui, durant le confinement, vous savez, était un chroniqueur des grandes gueules. Et on lui a signifié finalement que il pouvait aller retourner chez lui. Hein. Clairement, on l'a viré des grandes gueules. On en parlera demain avec lui. Anas Kazib, ce syndicaliste cheminot, qui s'est fait remarquer d'ailleurs durant la grève de décembre dernier. On l'a vu sur tous les plateaux. Et donc, les grandes gueules ont profité du confinement pour lui dire merci beaucoup, terminé, il n'y a plus rien à voir. Et nous serons également avec une contaminée demain au coronavirus. On aura des questions à lui poser sur les symptômes, sur comment elle va, sur comment elle se porte. Demain, encore une grosse émission. Soyez fidèlement au rendez-vous à 18h30, les amis, en direct sur Facebook, France Maghreb 2. Et Christophe Legrand, Céline. On attend encore la confirmation d'Anas. Donc, Anas, si tu m'entends, réponds-moi vite pour confirmer pour demain. Voilà. Ah bon, moi, je croyais que c'était bon, moi. Anas, viens, c'est chez toi le grand forum. Arrête. Bon, ici, on vire personne, nous. Alors, est-ce qu'on entend Samia Cheki? Non, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on n'entend pas Samia? On a l'image, mais on ne l'entend pas. Ouais. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, c'était juste pour vous donner une information, peut-être que vous ne l'aviez pas, mais Madame Emmanuelle Vargon. Ah oui, elle a le corona. Oui. Oui, alors, attends. À la corona, attends, on va juste demander. Voilà, merci beaucoup, Abdeslam. On va juste voir son tweet d'hier. J'ai été diagnostiqué ce jour positif au Covid-19. Je n'ai que des symptômes bénins. À ce stade, j'applique la règle, je reste chez moi pour me protéger, pour me reposer et protéger les autres. Sauf que le mari de Madame Vargon est urgentiste. Mathias Vargon. Lui aussi, Mathias, c'est ça. Et lui aussi a été. Oui, ça bien. Oui. Alors, lui aussi a été détecté vas-y, positif, Philippe, termine. mais il y a eu une grande déferlante sur Twitter parce que les tests sont réservés aux cas graves et pas aux cas bénins. Et donc, sur Twitter, on a eu un florilège de personnes qui s'indignaient. Voilà, il y en a qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Hashtag Macron. Le nouveau monde, on est testé si on est important, malgré des signes bénins. On l'est pas si on n'est rien, malgré des signes inquiétants. Voilà, je vous invite à aller sur le Twitter. Et par contre, petite dédicace, si vous me permettez, à Orly, le candidat de la République En Marche qui n'osait pas mettre le logo, monsieur Marco Pizzanu, une nouvelle ère pour Orly, à qui j'ai fait une petite dédicace cette nuit, parce qu'ils ont reçu Madame Vargon, et donc je les invite, s'ils ont des signes, même bénins, à aussi se faire dépister. Voilà. Bon, petite pichenette au passage. Alors, Samia. Oui, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe, ma Samia? Je sais pas, on me censure sur cette émission, c'est sûr et certain. Hein. Oui, parce qu'on prononce Gaza, tout ça, j'ai eu peur, moi. Ouais, non, mais je vais enquêter, je vais trouver le responsable. Alors, nous sommes en direct avec Ziad. Donc voilà, je vous mets en direct de suite avec Ziad Medour, responsable du département de français de l'université Al-Aqsa, à Gaza. Suite aux 2 cas de corona qui ont été diagnostiqués. Hier. Ouais. Donc ça peut sembler peu, mais face à la catastrophe que les 2 millions de Palestiniens vivent déjà, c'est le risque qu'un second désastre s'abatte sur cette prison à ciel ouvert. Donc je vous mets de suite en connexion avec lui.
Ouais, avec les moyens du bord. Ziad Medouk, bonsoir, salam alaikum. Salam, bonsoir tout le monde, ça va? Vous m'entendez? Bonsoir Ziad, on t'entend très bien. Merci d'être avec nous en direct, donc en simultané. Merci beaucoup Christophe, Samia, Tarek, tous les éditeurs de France Maghreb. Je vous écoute. Alors Ziad, on a appris qu'il y avait effectivement 2 cas contaminés au Covid-19 à Gaza. On peut émettre quelques inquiétudes étant donné l'urgence humanitaire déjà présente à Gaza. 2 millions de personnes sur un petit périmètre, 2 contaminés. Est-ce que d'abord, ce soir, vous pouvez nous dire qu'ils sont confinés? Écoutez, j'aimerais bien préciser pour les éditeurs de France Maghreb 3 choses très importantes sur les 2 cas infectés. Donc, les deux personnes, donc, elles étaient très âgées. Elles rentraient de Pakistan la semaine dernière. Donc, il n'y avait pas de résultats positifs à Gaza. Les 2 personnes, elles étaient à l'étranger, d'accord? Elles étaient au Pakistan. Elles rentraient à Gaza jeudi dernier. Elles étaient donc diagnostiquées positivement hier, dimanche matin. Et donc, l'avantage qu'ils sont isolés au passage de Rafah, au sud de la bande de Gaza, le seul passage qui relie la bande de Gaza à l'extérieur, et l'avantage qu'ils n'avaient aucun contact avec personne. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de panique. Même si la population de Gaza, elle a commencé à s'inquiéter, sachez qu'à Gaza, il y a 11 centres d'isolement médical dans les écoles, dans les hôpitaux, donc il n'y a pas de panique pour le moment. Et c'est pour cette raison la population est confiante, même si cette population commence à s'inquiéter surtout avec le manque de structures médicales, avec le manque de lits dans les hôpitaux, avec des moyens, même si l'Organisation mondiale de la santé elle a commencé à réagir, même si l'autorité palestinienne et le Qatar, ils ont commencé à envoyer des médicaments, d'antibiotiques et surtout des appareils médicaux pour tester donc les cas. Mais pour le moment, donc, la population est confiante. Donc, même s'il y a des mesures, des précautions, des préventions qui ont été renforcées, donc on peut dire que Gaza, on est passé d'une prison ouverte à une prison fermée. Les gens sont confinés chez eux, c'est vrai. Nous, on a l'habitude avec le confinement et surtout avec le blocus israélien qui dure depuis 14 ans d'une part, et surtout la dernière offensive de 2014 de juin, juillet, août, de 52 jours, on était tous obligés à rester chez nous. C'est pour cela il n'y a pas de panique pour les autres pays comme vous en France. Peut-être c'est la première fois, mais pour nous, donc, on a l'habitude d'un grand blocage. C'est le blocus israélien inhumain d'une part et la dernière offensive de 2014 où on est resté donc confiné, bloqué chez nous dans la maison, à part les courses. Et donc toute la population civile, 2 millions de Palestiniens étaient obligés à rester chez eux. Donc voilà, c'est pour cette raison, il y a plusieurs sentiments chez les Palestiniens, un sentiment de confiance d'une part, vu l'expérience, vu l'adaptation avec le contexte, mais il y a un sentiment d'inquiétude que si vraiment des vrais cas de Gaza seront contaminés, la situation va être terrible, catastrophique, surtout avec l'économie en déficit, le secteur de la santé, l'eau salée. Mais jusqu'à maintenant, donc, la population est confiante jusqu'à ce moment. Très bien. Est-ce que nos amis chroniqueurs ici présents ont des questions et profiter de la présence de Ziad Medouk? Et s'il y a des commentaires et des questions sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, c'est le moment. On est en direct, les amis, avec Ziad Medouk depuis Gaza. Cette prison à ciel ouvert, ce qu'est en train de nous dire Ziad, c'est ce que nous vivons, nous, ici en France. Ce confinement, c'est ce qu'ils vivent depuis des années, en fait, là-bas à Gaza. Ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien faire. Donc, cette situation que nous vivons en ce moment, eux, ils la connaissent, Céline. Oui, mais l'inquiétude qu'on a pour Gaza, surtout, mais comme pour... c'est cette crise sanitaire, comment elle peut être gérée, vu les pénuries qu'on connaît dans la bande de Gaza, au niveau sanitaire. Quels sont les équipements qu'ils ont dans les hôpitaux gazaouis?
Et on sait qu'avec ce qu'ils subissent, le blocus qu'ils subissent depuis 14 ans, comme le rappelait Ziad, ça va être très très compliqué. Et on sait aussi qu'il y a une densité de population énorme sur un territoire hyper resserré. Donc malheureusement, ça laisse craindre le pire. Et pour cette raison, Cécile Christophe, les mesures de confinement, les mesures et les conseils des précautions et des préventions, ils sont appliqués à la ligne. Donc, à la lettre à Gaza, ça veut dire à partir de 10 heures du soir, il y a un couvre-feu. Donc, à part les grandes surfaces, à part les hôpitaux, il n'y a personne dans la rue, c'est numéro 1. Tout le monde chez lui, donc les magasins, donc les hôpitaux, c'est interdit donc des visites pour les proches. Et donc la priorité pour les opérations urgentes. Donc tous les restaurants, les cafés, les parcs, les universités, les écoles sont fermés depuis 2 semaines. Donc je pense que Gaza, il est le mieux placé pour connaître c'est quoi la contamination, surtout avec les contextes de Gaza, l'économie en déficit, le manque des moyens médicaux, les hôpitaux qui sont débordés. Je pense que Gaza, malgré le manque de moyens, il y a des initiatives citoyennes, il y a des campagnes de prévention dans la rue, il y a des gens, des initiatives associatives, initiatives citoyennes. Mais par rapport, moi, comme professeur de français, comme francophone, je suis, qu'est-ce qui se passe en France, en particulier dans les pays francophones, je suis les médias, les chaînes de télévision, de radio, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport au manque de produits alimentaires, par rapport au manque de masques. Gaza, voilà, nous, ça fait 14 ans qu'on vit un grand blocus, un grand blocage, et la population, il s'adapte. Et c'est pour cela, quelquefois, il y a un sentiment d'ironie et les gens, ils se moquent de ce virus. Ils disent que Gaza il est devenu le lieu le plus sûr du monde, donc aucun décès jusqu'à maintenant. Et le cas infecté, c'est les gens de l'extérieur, pas d'intérieur. Et que Gaza, donc, il s'adapte parce qu'il a vécu trois offensives militaires en 5 ans. Gaza, en 2014, il a vécu 50 jours d'enfermement total. Les gens étaient chez eux. Donc, pour cela, par rapport aux autres pays, nous, c'est pas une question d'expérience, mais la population elle a l'habitude, donc ils s'adaptent facilement avec le contexte. Pour cela, même si hier ils ont annoncé qu'il y avait 2 cas qui étaient infectés, mais dans les grandes surfaces, il n'y a pas beaucoup d'afflux, il n'y a pas beaucoup de panique. Pour cela, on peut dire que même la population, d'une part, elle applique les mesures des précautions, des préventions à la lettre, c'est numéro 1, parce qu'ils savent que s'il y aura des cas officiels découverts, donc ça sera la panique totale, ça sera la catastrophe avec le manque de moyens, avec le manque des moyens médicaux, avec le manque et que les hôpitaux sont débordés. Mais c'est pour cela qu'il applique à la lettre les mesures de précaution, de prévention. Mais d'une part, il n'y a pas de panique, donc les gens normaux, ils font leurs courses normales, mais après, ils sont fermes chez eux, donc les restrictions sont respectées. C'est pour cette raison, on peut dire qu'il y a un sentiment d'inquiétude, mais il y a un sentiment de confiance chez cette population qui essaie de s'adapter avec le contexte. Mais au contraire, la population de Gaza, qui est devenue solidaire, il envoie toujours des messages de soutien, de solidarité à l'Italie, à la France, à l'Iran, à la Chine. Donc ça montre un peu que la population de Gaza, qu'elle est enfermée, ils suivent via les réseaux sociaux, via Internet, ils suivent ce qui se passe dans le monde. Et la population de Gaza, ils n'oublient pas les solidaires de bonne volonté. Donc, ils envoient souvent des messages d'encouragement, de sympathie, de solidarité à tout le monde. Oui. Ziad, question de Philippe. Oui, tout à fait. Bonjour Ziad. Au nom de tous nos amis, au nom des Orlésiens et des Orlésiennes, on témoigne de notre solidarité avec le peuple palestinien et bien évidemment Gaza, qui est, comme tu l'as si bien dit, sous blocus depuis de trop nombreuses années. Et on rêve d'un monde meilleur pour vous. Ma question, elle est d'ordre technique. Si demain, malheureusement, vous étiez contaminé au même point, à la même échelle de ce que nous sommes actuellement, combien de lits vous avez en réanimation, combien d'appareils respiratoires, et avez-vous une solution sur des traitements pour pouvoir essayer d'endiguer ou d'éradiquer ce fléau?
Écoutez, malheureusement, donc, si on va parler officiellement, il n'y a même pas 50 lits, il n'y a même pas 50 kits de dépistage, il n'y a même pas 50 salles d'animation, de réanimation et même les appareils pour l'aspiration. Ils ne sont pas donc nombreux dans les hôpitaux de Gaza. On a un seul hôpital, l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, c'est l'hôpital principal. Dans les autres villes et les autres camps de réfugiés, il y a des cliniques, il y a des petits hôpitaux, mais les gens ils sont pas préparés. Même si au niveau de l'Organisation mondiale de la santé depuis hier, l'autorité palestinienne, le ministère de la santé Ramallah, il a commencé à envoyer depuis hier, de ce matin, des médicaments d'antibiotiques, mais c'est pour cela, maintenant, l'autorité de Gaza, le gouvernement de Gaza est en train d'ouvrir des écoles pour mettre, il y a 1200 personnes qui sont isolés, donc ils sont en quarantaine. Ce sont les gens qui sont rentrés de l'extérieur avant la fermeture de frontières. Donc la frontière était fermée jeudi dernier officiellement. Donc c'est la première fois que les Palestiniens de Gaza qui réclament la fermeture de frontières depuis 14 ans. Ce sont les Palestiniens de Gaza qui réclament toujours la réouverture des frontières fermées côté égyptien, côté israélien. Mais aujourd'hui, à cause de cette épidémie, ce sont les Palestiniens de Gaza. Donc, au niveau de préparation, il y a une volonté humaine, il y a une adaptation, mais ça ne suffit pas. Au niveau d'équipement, il y a un manque d'équipement. On a un seul hôpital avec 50 lits maximum s'il y aura des cas. Il y a des préparatifs, il y a une volonté, mais vu le blocus israélien, vu le manque de pièces détachées pour les appareils médicaux, vu la fermeture de frontières, je pense, heureusement que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun cas. Mais si demain, s'il y aura de cas, ce sera toujours la panique totale, ce sera la catastrophe totale, surtout que Gaza, c'est la ville la plus peuplée du monde. Il y a 2 millions, presque 30 000 personnes qui vivent à Gaza, et c'est une densité populaire, et la majorité des gens, ils se côtoient dans les maisons, et surtout dans les camps de réfugiés. Donc, on trouve presque 200 personnes dans le même immeuble, même quartier. Donc, la contamination est très, très facile, surtout avec les conditions sanitaires, avec l'eau salée, donc c'est les conditions sanitaires. Vous n'êtes pas épargnés. Voilà, les gens, les services médicaux sont débordés. Il y a toujours des réunions, il y a des contacts avec l'autorité palestinienne Ramallah, avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y a le Qatar qui a réagi, mais le problème ici, nous, la demande populaire, c'est la fin du blocus israélien et permettre l'entrée sans oublier qu'il y a des masques qui manquent, il y a des désinfectants qui manquent, il y avait des gels qui manquent, donc il y a beaucoup de choses qui manquent à la bande de Gaza. La population, elle n'était pas préparée à ça, mais je pense avec les 2 cas infectés hier, je pense que les gens, ils ont pris au sérieux. Donc, il y a d'une part les autorités officielles qui sont en train de prendre des mesures, mais il y a une conscience chez la population. C'est pour cette raison, je pense que même l'Organisation mondiale de la santé a négligé un peu la bande de Gaza occupée de Jordanie. Il y avait 52 cas, on sait notamment dans le secteur de Bethléem, occupé. Mais maintenant, depuis hier, donc, il y avait une délégation de l'Organisation mondiale de la santé qui est venue à Gaza et a porté de matériel, des kits de dépistage, il a apporté d'antibiotiques. Donc, ça ne suffit pas, mais c'est pour cette raison, les gens ici, ils espèrent qu'il n'y aura aucun cas qui arrive, mais ils sont inquiets. On va l'inquiéter sur le visage. C'est pour cela qu'il applique à la lettre donc les restrictions des préventions et les conseils de prévention, des précautions. Mais on espère que la situation ne va pas se déborder, qu'il y aura une solution donc rapide pour ce manque d'hôpitaux et d'effectifs médicaux et médicaux dans les hôpitaux de Gaza. Merci Ziad Medouk. On ne manquera pas de vous recontacter tout au long de ce confinement ici en France et bien au-delà, comme d'habitude d'ailleurs. Bon courage, mon cher Ziad Medouk, et merci de nous avoir accordé quelques minutes pour nous donner un peu la situation, quelque peu catastrophique, mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé pour Gaza. Il était en tout cas important pour nous de prendre des nouvelles au vu de ces 2 cas. On le rappelle, c'est l'information, 2 cas présents contaminés au Covid-19 en provenance du Pakistan. Merci beaucoup Ziad, à bientôt. Et bon courage à tout le monde. Merci.
Merci, merci à vous surtout, évidemment. Et oui, ils connaissent le confinement là-bas à Gaza, les amis. Bon, on va se retrouver dans un instant avec un autre sujet. On va aller du côté de la RATP, les amis, pour accueillir un délégué syndicaliste CGT. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un avis tranché, celui de Audrey Pronosti, qui a fait un petit comparatif entre les deux discours d'Emmanuel Macron, le premier et le deuxième. Elle en a fait un avis tranché, analyse, décryptage. Audrey Pronosti. Et oui, la France a fini par suivre l'Italie vers le confinement total, mais avec 2 semaines de retard. Si l'espace Schengen aura mis du temps à mettre en place une politique sanitaire coordonnée, que la France n'a pas voulu fermer ses frontières, alors finalement, la quasi-totalité des pays de l'Union européenne l'a fait. Le président Emmanuel Macron a donc annoncé le confinement national officiel le 16 mars dernier, 2 semaines après celui d'Italie, histoire d'une décision présidentielle. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. Lorsqu'Emmanuel Macron s'exprime pour la première fois ce fameux jeudi 12 mars 2020, il n'était pas question de remettre en cause en totalité notre mode de vie. L'heure était aux félicitations envers le corps médical, le personnel soignant, mais les premières mises en garde étaient de rigueur compte tenu d'un premier bilan inquiétant. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Il était donc impossible d'ignorer cette information dès lors qu'il y avait déjà eu mort d'homme. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Les premières mesures sanitaires ont tout de même été évoquées car nécessaires. Quoi de plus normal puisque la France comptait déjà 48 morts pour 2280 cas déclarés et un taux de létalité de 2,1%. Et pourtant, on ne va pas se mentir, une double interrogation intriguait les Français. Oui, les 19 millions de téléspectateurs qui étaient pendus aux lèvres du président voulaient savoir si les élections resteraient d'actualité ou non. Et par voie de conséquence, si ça n'avait pas été le cas, un vent de panique et d'incompréhension aurait pu envahir le questionnement des Français. Et à ce moment-là, cette option n'était pas envisageable. Ce fut donc le choix politique du président, être prudent, mais que la démocratie suive son cours. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. C'est alors que quelques jours plus tard, le 16 mars 2020, au lendemain du premier tour des élections municipales, Emmanuel Macron prend un ton quelque peu plus sévère. Ce soir-là, c'est 35 millions de Français qui attendent des réponses, qui cherchent à comprendre. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. À ce moment précis, l'heure est grave et cela se ressent indubitablement à travers le ton présidentiel et surtout l'usage du champ lexical qu'il emploie. Je vous le redis avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Avec 6633 cas déclarés et 148 décès, 4 jours après sa première allocution, l'atmosphère est plus lourde que jamais. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Le président décide de marquer les esprits en utilisant cette formulation
on ne peut plus martial, nous sommes en guerre. Il la répétera d'ailleurs à 6 reprises, de sorte que tout le monde comprenne et assimile qu'un tournant vient de s'opérer. Comme annoncé précédemment, Emmanuel Macron s'exprimera de nouveau demain soir pour faire un point essentiel sur la situation. L'état d'urgence est à prévoir. Merci, Le Grand Forum Audrey. avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Pour ce décryptage de ces deux discours importants, il s'est offert le luxe quand même de s'offrir le 35 millions de téléspectateurs, hein, les amis. Emmanuel Macron, c'est pas n'importe qui quand même. Bon, allez, on enchaîne. Juste avant d'enchaîner avec notre invité, s'il te plaît, Christophe, Ilem qui a posé à 3 reprises sa question, donc je la pose pour les jours à venir, bien évidemment. Et si possible de parler, de faire intervenir les personnes compétentes concernant les oubliés dans ce confinement, c'est-à-dire les enfants qui se retrouvent enfermés dans les foyers où la violence monte du fait de cet enfermement. Merci beaucoup. Willem, nous avons entendu, nous essaierons d'y répondre très 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 vite. Merci Philippe de veiller aux commentaires et c'est très bien. Vous pouvez d'ailleurs commenter, partager, liker Facebook. On est en direct chaque soir 18h30 les amis en ce 7e jour de confinement sur France Maghreb 2 et Christophe le Grand Forum. Nous accueillons notre deuxième invité ce soir, Nino Martins. Il est délégué syndical CGT à la RATP. Bonsoir Monsieur Martins. Monsieur Martins, bonsoir. Son micro est coupé. Ah, c'est bon. D'accord. C'est bon. Voilà. Monsieur Martins, bonsoir. Ouais, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir et bienvenue en direct. Bonsoir à France Maghreb. Je le rappelle, vous êtes délégué syndical CGT RATP. Quelles ont été les consignes de la RATP concernant l'arrivée de ce Covid-19? Quels sont les dispositifs? Alors, sans rentrer trop dans les détails, nous, ça fait déjà une quinzaine de jours depuis l'annonce justement du président aux alentours du 12 mars. Alors il y a eu plein de mesures et elles ont eu beaucoup de mal à se mettre en route. Pour tout vous dire, même encore aujourd'hui, elles ne sont pas encore toutes mises. L'objectif de la direction de l'entreprise, c'était de faire que le transport continue pour que les gens puissent aller et se rendre à leur travail. Alors les dispositifs sanitaires, ça a été compliqué, justement. Enfin, on le sait, les masques, les gants, les gels, ça a été une pénurie. Ça a été très orienté vers les hôpitaux et c'est une bonne chose. Nous, on a été un peu les oubliés au niveau de la RATP. Pour vous dire, il y a eu une vingtaine de DGI, de dangers graves et imminents qui ont été faits par les ex-CHSCT, ou nouvellement CSCT. Il y a les désinfections là, qui sont maintenant depuis quasiment 5 jours relativement bien faites dans les bus et dans les RER et métros. Mais on a eu beaucoup de mal sur la dizaine de la première semaine. On a eu du mal à mettre en place tout ça, bien que pour moi les messages avaient été clairs au niveau du président de la République et je dirais des principaux acteurs et de l'OMS. Mais je dirais on s'est vraiment remué le vendredi 13. On a fait une réunion de crise avec la direction de l'entreprise où là on a commencé à mettre les dispositifs en place. Néanmoins, même encore aujourd'hui, pour vous dire, je suis sollicité quasiment depuis dimanche de la semaine dernière 4 à 6 heures par jour en réunion téléphonique avec l'ensemble des secteurs parce qu'il manque des lingettes pour pouvoir désinfecter les volants. Puis il y a des priorités qui sont un peu bizarres. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, chez nous, il y a deux camarades fortement impliqués. Un sur le centre de Flandre, qui se situe sur la ville de Pantin, et un autre sur le pod de Vitry, qui passe en conseil de discipline le 26. Là, on attend s'il est maintenu ou pas. On a bon espoir qu'ils ne sont pas maintenus, parce que ce n'est pas, je dirais, d'actualité ou en tout cas de priorité aujourd'hui. Et encore pour avoir échangé il y a peu avec Ahmed, ils n'ont pas, les désinfections dans les bus, en tout cas sur son centre, ne sont pas à la hauteur des exigences. Et même pour vous dire, il n'y a qu'à partir d'aujourd'hui où certains pods commencent à fonctionner en roulement, parce que dans certains centres, les effectifs, ils tournaient en plein, alors qu'on sait qu'il y a maintenant, je recensais, là j'étais en train de compter avant de prendre l'antenne, quasiment une trentaine de cas avérés, où les potes sont malades. 30 cas avérés à la RATP? Ouais. Avérés. Alors après,
là, les derniers, ils sont de moins en moins testés, hein, parce que le message qui est passé, c'est qu'on ne teste plus. On a les premiers symptômes, on laisse voir je dirais, 4-5 premiers jours si la situation s'aggrave ou pas. Sinon, ils préconisent le confinement, quoi. Mais il y a une trentaine de cas avérés, dont, pour vous dire, un dans mon centre d'origine, où le nettoyage va être fait normalement ce soir avec une désinfection. Le pote, il a été, lui, testé et déclaré samedi, parce qu'il a des problèmes respiratoires, et du coup, en fait, on a fait les démarches. Mais Monsieur Martins, question oui. très importante. Pour ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent prendre les transports, ne serait-ce que pour aller travailler, est-ce qu'ils peuvent le prendre en toute sécurité aujourd'hui? Est-ce que vous nous confirmez que les bus, par exemple, sont désinfectés, nettoyés? Est-ce que les dispositions sont prises à ce niveau-là? Alors, je peux vous dire, à partir d'aujourd'hui, c'est sûr. La semaine dernière, c'était moins certain. Je pense qu'il y a aussi les équipes de nettoyage qui bossent pour les RATP qui ont été débordées. Parce que forcément, là, on fait un nettoyage supplémentaire que celui qui est fait habituellement. Et dans les métros et dans les bus. Et pour vous dire, il y a des procédures qui ont été mises en route pour dire que les bus métro RER qui sortaient, c'était uniquement ceux qui étaient désinfectés. Et il y a de mémoire une loi, enfin un décret qui est tombé là incessamment sous peu, je crois que c'était vendredi, obligeant justement les entreprises, pas que la RATP, hein, mais obligeant les entreprises à faire cette désinfection justement pour arrêter cette pandémie. Mais je dirais à partir d'aujourd'hui, oui. La semaine dernière, pas totalement. Oui, mais on est au 7e jour de confinement là. Je sais bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Vous avez peur, monsieur Nino? Monsieur Martin, vous avez peur aujourd'hui? Est-ce que vos collègues ont peur d'aller conduire les bus, par exemple? Ah oui, ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils ont fait valoir leur droit de retrait à maintes reprises. Encore deux ce matin sur le dépôt de Pleyel et sur le dépôt de Championnet, donc qui est à Porte de Clignancourt. Encore ce matin, justement, parce que les moyens qu'on a d'être sûr, ils n'étaient pas si fiables que ça. Là, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne au niveau des auditeurs, la procédure là depuis ce matin est que si le bus n'est pas désinfecté, il ne sort pas. Ce qui n'était pas forcément le cas la semaine dernière, parce qu'il n'y avait pas tous les dispositifs, il n'y avait pas tout le personnel pour faire cette désinfection. Encore cet après-midi, j'ai échangé avec le personnel de la maintenance et ceux qui maintiennent les bus. Il y a une procédure qui va être mise en place là d'ici mercredi pour que si l'équipe de nettoyage extérieur, donc qui est en prestation pour la RATP, n'a pas les moyens, que nous on vienne en soutien avec nos équipes pour qu'on délaisse en fait la maintenance courante pour faire la désinfection. Est-ce que vous avez entendu parler, monsieur Martins, d'une éventuelle fermeture des transports franciliens? Ah non, alors une réduction drastique, oui. Nous, pour vous dire, au niveau de la CGT, on avait même proposé et demandé à la direction de l'entreprise que les transports soient gratuits, justement pour limiter, alors au-delà de faciliter le transport, de limiter en fait la propagation du virus, parce qu'on continue, alors il n'y a plus de vente qui se fait ni dans le bus ni dans les stations, mais les appareils de vente continuent à être utilisés, donc c'est un point de propagation du virus. Et après, il y a les portes antifraude, ainsi de suite, qu'on pouvait se permettre d'ouvrir. Parce qu'on sait que maintenant, c'est de 3 à 6 jours que le virus tient sur, les métaux oxydables, inoxydables, enfin, sur ce qui est du métal, quoi. Et donc, voilà. Drastique, oui. Alors, Philippe, arrêt, non. Philippe Boyaki, une question pour notre invité. Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir, Nuno. Comme on l'a dit, la grande famille du SGF, c'est toujours la transparence. Nuno est un ancien collègue, c'est un ami avec qui j'ai partagé beaucoup de luttes que je rencontre. Ah ouais, parce que quand tu aimes les gens, forcément, tu peux que avoir beaucoup d'amis, Christophe. Je t'expliquerai un jour comment ça marche. Ouais, mais ils sont très gauchos, tes amis. Bah non, ils sont très proches du peuple, mes amis, c'est peut-être ça. Alors peut-être que la gauche, c'est être proche du peuple, donc ok, on veut bien plaider coupable. Ce que je voulais dire, c'est que je connais donc à titre personnel Nuno, donc je voulais moi être complètement transparent, à l'inverse de certains journalistes qui vous voient leurs invités et qui après vont faire des gueuletons ensemble.
à France Maghreb 2, le grand forum, en tout cas, nous, on est complètement transparent et honnête. Et ça, c'est notre grande marque. On ne pourra jamais nous reprocher. Nuno, lorsque le conducteur du bus ou du métro ou du RER arrive à son terminus avant de faire son retournement, est-ce qu'il y a une désinfection qui est prévue ou même en cours de route? Parce que on a compris, il n'y a plus de vente. La demi-porte pour les chauffeurs de bus, c'est celle qui le protège, ce qu'on appelle la vitre anti-crachat, parce que moi j'étais machiniste et en mode pour avoir un confinement pour le machiniste. Mais du coup, pour les passagers, pour les usagers, comment ça se passe? Est-ce qu'on utilise un produit en terminus pour pouvoir désinfecter le bus ou pas? Non, alors pour désinfecter le bus, non. En fait, dès qu'il est sorti, tant qu'il n'est pas rentré, il n'est pas nettoyé. Les seuls dispositifs mis à disposition en fait des machinistes et des conducteurs, ce sont des lingettes qui permettent de eux-mêmes de nettoyer le volant et les parties en fait qui vont toucher. Hein. Donc il n'y a pas de nettoyage aujourd'hui prévu par l'entreprise du poste de travail et encore moins du train. Le train, il est sorti le matin, il est nettoyé le soir pour repartir le lendemain, mais sur la journée, il n'y a pas des nettoyages systématiques toutes les heures, toutes les 2 heures ou à la mi-journée. J'ai une autre question. Excuse-moi Christophe, j'ai une autre question. Un petit peu quand même. Bien sûr, évidemment. Mais mes questions sont beaucoup plus pertinentes que les vôtres. Bien non, sûr, je plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez reçu un message de la présidente de la RATP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment ça a été perçu par les collègues? Ouais, on a eu un message ce matin audio. Alors, il faut dire qu'elle nous avait fait déjà les vœux, comment ça s'appelle, l'année dernière. L'année dernière, en début d'année. Et ça avait déjà créé un certain émoi parce qu'elle mettait, je dirais, face à face ceux qui sont investis et ceux qui étaient investis dans la journée d'action, enfin les journées d'action contre les retraites. Le message de ce matin, il n'était pas pour moi rassurant. Le retour déjà qu'on a, c'est que, en gros, faut continuer à faire le service public, qu'il faut se donner à fond. Mais on sait que par exemple, il y a déjà 30% des agents qui sont dans le tertiaire à la RATP et qui sont en télétravail. Et je dirais ceux qui sont en front avec les voyageurs, c'est ceux qui sont les plus maltraités. Et donc le message, en fait, il n'est pas si bien passé. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais sur la fin, donc il dure pas loin de 3 minutes et quelques, mais sur la fin, il fait référence justement aux acteurs sociaux, donc aux syndicats. Et elle nous fait un peu de caresse, ce qui est un peu normal dans le moment. Et surtout, en fait, nous, on fait surtout défendre les droits des agents. Et là, comme je vous le disais, depuis 10-15 jours, nous, on travaille d'arrache-pied sur ça. Donc, un message qui a été moyennement perçu, qui va pas, je dirais, qui va pas à la hauteur de l'investissement qu'ont les potes aujourd'hui au quotidien, quoi. Martin, ça avait été... Oh là là, Philippe. Oui, Philippe. Dernière question. Philippe, on l'arrête jamais. Philippe, on l'arrête jamais. Bah ouais. Bah, non, mais parce que moi, en tant que micro-journaliste, j'ai quelques infos que mes collègues n'ont pas. Et donc, je me permets de. Ton micro, il se la raconte, hein, dites donc, vous avez vu un peu? Ouais. Bah, j'attends ma carte, elle va arriver à Saumon sous peu, je pourrais me la raconter encore plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des menaces de la direction qui ont été faites vis-à-vis de certains agents qui évoquaient leur droit de retrait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est vraiment effectif, ces menaces? Et comment peut-on appliquer son droit de retrait à la RATP et dans l'entreprise dite traditionnelle? Réponse courte, Monsieur Martins. Non, effectivement, tu as les bonnes infos. Il y a eu des pressions qui ont été exercées sur pas mal de potes qui n'avaient pas justement et qui avaient peur de se mettre en danger. Et ils ont eu raison, donc ils ont fait valoir leur droit de retrait. Vite fait, ça a été soutenu par les potes qui sont dans les anciens CHSCT, enfin, nouvelle mouture. Et derrière, on a déposé des DGI, donc du coup, ils étaient protégés. Le droit de retrait, c'est simple. Si on se sent, nous, en danger ou que notre employeur nous met en danger ou qu'on n'est pas en fait serein dans une situation de travail pouvant toucher notre intégrité physique, on se met en droit de retrait et on demande à que notre employeur mette à disposition tous les moyens
humains, matériels, pour nous mettre en sécurité. Là, entre autres, pour le cas de qu'on parle du coronavirus, c'est justement les gants, les gels, les distances de sécurité, les gestes simples et nécessaires à faire. Enfin, toutes ces procédures qui n'avaient pas mis en place. C'est pour vous dire, jusqu'à encore mercredi de la semaine dernière, certains collègues bossaient en binôme, ce qui est une bonne chose, mais circulaient dans une voiture et du coup, en fait, n'étaient pas dans les préconisations faites par le ministère, entre autres, de la Santé, où on doit avoir 1 mètre d'écart entre deux personnes alors 1 mètre d'écart, 15 minutes entre deux personnes pour ne pas avoir propagation du virus. En fait, tous ces dispositifs-là n'étaient pas mis en action. Monsieur Martins, question d'Abdel Samitash. Oui, une question, si votre Excellence Philippe Bouriachi veut bien me laisser la poser. Concernant le produit que vous utilisez, la lingette qui fait la taille d'une main, parce que on l'a vu dans un reportage. La première chose, plusieurs questions. La première, s'agit-il d'un virucide? La deuxième, est-ce que la fiche technique et la fiche sécurité, vous les avez envoyées à la médecine du travail? Parce que j'ose imaginer que vous siégez dans un ex-CHSCT. Donc, est-ce que tous ces procès ont été respectés? Est-ce que ces agents ont été formés à l'utilisation de ce type de lingette sans se contaminer? En fait, j'ai plusieurs questions, mais là aussi, concernant le péril imminent ou le droit de retrait, quels sont les prétextes qui sont avancés par les chauffeurs pour se protéger justement et exercer leur droit de retrait? Justement, les lingettes, et si vous avez vu le reportage en question, où justement on voit Ahmed très bien expliquer les moyens mis à disposition, qui sont en train de changer. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a vraiment une bascule qu'il n'y a pas eu durant les dizaines de jours qui ont passé. Et effectivement, on a pas mal de collègues qui ont eu du mal à se mettre en droit de retrait parce que les pressions au quotidien, elles sont fortes. Quand on vous dit qu'il faut que les bus ils circulent, on va jusqu'au bout. Celui qui est derrière Philippe pourra en parler, on lui met la pression. Les lingettes, elles sont insuffisantes. Elles sont adaptées à la désinfection, mais elles sont minimes. On donne ça en fait au compte-gouttes. Au niveau formation, je dirais les fiches notices, elles sont sorties qu'aujourd'hui en début d'après-midi, comment bien utiliser et ainsi de suite. Donc on a vraiment beaucoup de retard sur la mise en sécurité des agents au niveau de la RATP et forcément, et forcément des voyageurs. Alors je ne dis pas que ça n'a pas été fait, je dis que ça n'a pas été fait pour moi à la hauteur, du risque auquel on est confronté. On a mis 10 jours pour bien faire. Oui, moi Céline, aussi, une question. j'ai une question. On sait que, moi je sais que par exemple dans le dépôt à côté de chez moi à Thiers, il y a eu des cas. J'ai entendu dire aussi, mais ça vous allez peut-être pouvoir me confirmer qu'il y a eu un forum de la CGT début du mois où il y a certaines personnes, au moins une, qui a été infectée, donc un rassemblement CGT. Dans ces dépôts ou dans ces lieux où il y a des agents qui sont infectés, est-ce qu'il y a un protocole particulier par rapport aux collègues? Alors, il y a eu un forum, oui, où il y a eu une personne qui était infectée, mais moi, dans les retours que j'ai, il n'y a pas eu d'autres, en tout cas pour l'instant, de personnes de ce forum qui ont été infectées. Concernant le protocole, alors c'est une des grandes discussions, c'est que quand il y a eu l'annonce en fait, du président le 12 mars, et qu'il y a eu les premiers cas, je crois qu'il y a eu 2 cas rapidement avérés, il y a eu un protocole qui a été mis en place et un confinement de la personne, de son coéquipier quand ils étaient 2, et je dirais de l'équipe quand ils faisaient partie d'une équipe, donc pendant 14 jours. Depuis l'annonce du 17, je ne dis pas de bêtises, c'était le 17, en fait ce protocole il a été levé. Là par exemple, le cas que je vous parlais tout à l'heure qui s'est avéré samedi, c'est nous qui avons demandé à que son collègue, son binôme, il reste chez lui au moins une semaine, qu'on voit en fait s'il déclarait ou pas la maladie, et on a demandé une désinfection totale et un fumisage du centre où il appartient, parce qu'en fait la désinfection c'est bien, mais l'idéal, alors on l'a vu parce qu'il y a beaucoup de reportages qui tournent, comment ça se passe en Asie, en Corée,
eux, ils y vont franco. En fait, ils fumigènent le bus ou le train. C'est vachement plus rapide et je dirais c'est radical. Nous, c'était pas ça. Hein. Nous, c'est une désinfection en surface et il n'y a pas de désinfection, je dirais, de l'air ou de. Donc voilà. Donc le protocole, oui, il y a eu. Aujourd'hui, en fait, c'est nous qui l'imposons, je dirais, à travers nos élus, nos instances, nos communiqués, nos courriers, en interpellant les directions. D'accord. Et pour l'instant, juste pour confirmer, la convocation de Alexandre El-Gamal et de Ahmed à Flandre, donc le 26 pour un conseil disciplinaire. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber, parce qu'en même temps, je suis sur mes mails. Elle a été reportée. Ça va être reporté. Alors, on n'a pas de date. On n'a pas de date, mais c'est reporté. Donc, je dirais que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, que ça soit reporté. L'idéal, ça serait que ça soit annulé, parce que quand on sait les motifs, bien sûr. Voilà, il y a de l'acharnement. Et puis, c'est deux potes qui, je dirais, sur leur dépôt et au-delà, font du boulot plus que de mesure. Ils se mettent vachement en avant. Ahmed, là, Ahmed, justement, sur les droits de retrait et je dirais les DGI, il a été là pour tous les potes, quoi. Alex, je le côtoie moins, mais Ahmed, pas mal. Bah, une grande pensée à Alexandre et à aussi Yacine, Patrick et François du dépôt de Vitry, tous les quatre, puisqu'on avait eu l'occasion de leur donner la parole. Et François va beaucoup mieux. Voilà. Attends, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que notre ami Samia Chiki a une petite question à notre invité? Alors, question non, mais moi, je voudrais dire un grand bravo à tous ces salariés de la RATP qui se lèvent tous les matins et qui sont même en soirée et une partie de la nuit en service et qui font face également aux dangers. On parle très très peu d'eux, on parle beaucoup de personnel soignant, etc., qu'on applaudit tous les soirs, mais très peu de ces mains qui travaillent dans l'ombre. Donc encore bravo à vous et courage, on est avec vous. Philippe, une dernière question? Ce qu'a dit Samia, effectivement, RATP, SNCF, on dit tout le temps que c'est des privilégiés, on dit que les personnels hospitaliers c'est des privilégiés, que les éboueurs, les égoutiers c'est des privilégiés. La RATP un peu plus que les hôpitaux quand même. Mais tu racontes n'importe quoi. Ben non, il y a des fois. Mais non, mais sérieusement, tu sais quoi, je te jure, tu mérites. Tu sais quoi, Abdeslam, viens, on s'en va. Non, ce que je veux dire, c'est que, regarde, tu vois, dans ce moment-là, moi, je suis bien, moi. Non, mais je voudrais rappeler qu'en 39, une grande partie de celles et ceux qui ont résisté, c'était du personnel de la SNCF et RATP, qui ont participé au sabotage pour les rails, qui ont participé au maquisard. Et quand tu vas à Lyon-Bercy, il y a une stèle pour tous les copains de la RATP, c'est ceux qui se sont battus non seulement pour nos droits après la guerre, mais ceux qui se sont battus pendant la guerre pour qu'on puisse être un peuple libre, et rendons leur hommage. Et j'espère que le gouvernement entendra ce message et qu'après qu'on ait passé cette épidémie de guerre, comme l'a si bien signalé à 6 reprises le président Macron, qui prend définitivement sa réforme et qui la jette à la poubelle et qui se rend compte qu'on peut rien faire sans service public. Merci beaucoup, Nounos, et merci à tous les copains. Les personnes touchées par la... Pardon, je disais juste qu'il faut aussi rappeler qu'au-delà de sacrifier encore aujourd'hui, ils se sont aussi sacrifiés financièrement en décembre, en janvier, en faisant des grèves et en sacrifiant leur salaire pour contrer cette réforme des retraites. Tout à fait. Merci en tout cas de votre passage ici chez nous ce soir. Un petit mot, Monsieur Martins. C'est possible ou pas? Non, déjà merci. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous merci. Moi, je voulais aussi remercier votre radio de m'avoir invité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de discuter dans beaucoup de médias, hélas. On est souvent un peu étouffé. Et moi aussi, je remercie le personnel hospitalier et beaucoup d'autres. Je pense que la période va nous permettre de voir ce qui est important et indispensable, ce qui relève ou pas du service public. Et encore hier, j'avais la discussion. Je pense qu'on devrait se reposer justement la question d'une histoire qui est pas si loin, qu'on appelait France Télécom et PTT, et l'importance d'avoir aujourd'hui Internet. Alors, ça n'a rien à voir par rapport à la discussion, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable d'avoir, que ce soit un service, je dirais, public. Et dernier point, pour pas oublier, mais à la RATP, il y a les conducteurs, il y a les machinistes, et moi, j'en fais partie. Il y a aussi la maintenance qui est inhérente à tout ça, et je tenais aussi à les remercier parce que eux aussi, au quotidien, ils font les 3-8
Et donc merci à tous ceux qui permettent au pays encore et à la société de bouger et de s'animer. Merci à vous, monsieur Nuno Martins. Je rappelle, vous êtes dernière délégué question. syndical CGT. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? De me renvoyer. Non, c'est pas ça. J'ai pas pu la télécharger. Il y a des points d'arrêt, des checkpoints où le personnel hospitalier peut prendre gratuitement des bus de la RATP pour Tout à être fait. Je vais vous envoyer ça. Merci. On les mettra sur le Grand Forum et sur France Maghreb 2. Merci infiniment, Nuno. Merci, monsieur Martins. À bientôt. En disposition. Merci à vous. Bon à courage. bientôt. Merci de À bientôt. votre disposition. Ma chère Céline, il y a quelques semaines, nous recevions, lors d'une émission remplie d'émotions, un certain Massil. Qui est Massil, Céline? Massil, c'est un jeune homme de 24 ans qui habite à Meaux et qui est né avec une infirmité cérébrale, puisque lors de l'accouchement, son cerveau a été mal oxygéné. Donc Massil est en fauteuil roulant, il a des difficultés d'élocution, mais Massil est fan de rap et a une très très belle plume. Et il a décidé il est déterminé à percer, donc il a décidé de frapper à toutes les portes pour devenir parolier et écrire des textes qui seraient rappés par des rappeurs célèbres. C'est un projet qui mène déjà depuis quelques années. Il y a des rappeurs qui ont répondu à l'appel et cette histoire, elle a fait l'objet d'un court-métrage qui s'appelle Belle Parole et qui est sorti il y a quelques semaines, juste avant malheureusement le confinement et ce qui s'est passé avec l'arrivée du coronavirus, puisque la première projection, elle a eu lieu le 9 à Stein. C'est un court-métrage que j'ai eu la chance de voir et qui parle du handicap, qui parle du rap, qui parle de la détermination, qui parle de solidarité et que j'espère beaucoup d'entre vous auront la chance de voir peut-être après cette période de confinement. Et on avait reçu cette équipe, toute l'équipe, les réalisateurs, le scénariste, le rappeur, donc Mohamed Ouada, Souleymane Boel, Massil Kasri qui joue son propre rôle dans le film, et Zesso qui est le rappeur qui interprète une de ses chansons. Et la chanson Belle Parole, donc qui a le même titre que le film, le clip est sorti, c'est la bande originale du film. Et on a la chance de l'avoir en exclusivité sur le Grand Forum et France Maghreb. Donc voilà. Musique, Zesso, Belle Parole, l'écriture, Massil sur France Maghreb 2, Christophe le Grand Forum en direct ce soir. Musique. Avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Total pour le Grand Forum en direct sur France Maghreb 2. Christophe le Grand Forum, Zesso, le titre Belle Parole à l'écriture, Massil qui était venu nous rendre visite dans notre studio et on se rappelle de grands moments d'émotion. Mission très sympathique. Allez, les amis, on termine par les coups de gueule et les coups de cœur. Samia Chiki ce soir, coup de gueule ou coup de cœur? Alors moi, c'est un coup de cœur parce que je vois plein de belles créativités se mettre en place. Donc, les gens ne peuvent pas sortir, mais enfin voilà, il y a plein d'idées qui émergent, que ce soit les enfants ou les adultes. Et voilà, donc gros coup de cœur comme ça. Donc, continuez à être créatif et à partager ça autour de vous. Et puis, même après la période du confinement, il faudra continuer à le faire. Philippe Boyaki, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Philippe? Évidemment, oui, vous m'entendez? Ah oui, voilà, on m'a coupé le micro, on m'a censuré, que voulez-vous? Ben, on fera avec. Non, moi, c'est un grand coup de cœur. Un coup de cœur, mes amis et mes frères de l'ARTAP, qui je sais qu'ils ont une grande dévotion pour le service public, pour les usagers. Ne pensez pas qu'ils sont privilégiés. Ça travaille 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et voilà, et ça se plaint rarement. Alors, je sais qu'on pense que c'est des privilégiés, mais je vous promets qu'ils sont loin de l'être. Voilà, donc un grand coup de cœur, vraiment énorme, à tous mes amis de la RATP, de la SNCF, de l'EDF, voilà, de l'énergie, à tous celles et tous ceux qu'on voit pas, les égoutiers, les éboueurs, les caissières, tous ceux qui aujourd'hui y vont la boule au ventre, la peur au ventre, malgré qu'ils ont des familles, mais parce qu'ils assurent le service public. Et ça, Monsieur le Président, s'il vous plaît, même si on n'a pas beaucoup d'atomes crochus, ne l'oubliez pas après cette vague de pandémie. Abdeslamitash. Pardon, j'avais coupé mon micro. Alors, coup de cœur, c'est. Coup de gueule ou coup de cœur?
Coup de cœur, coup de cœur. Cette image de médecins cubains qui arrivent en Italie, cette même Italie qui, il y a peu de temps, était dirigée par le mouvement 5 étoiles avec des propos très racistes. Et bon, le gouvernement a changé depuis, mais n'oublions pas que l'Italie avait fermé ses frontières avec la Chine. Et on connaît aujourd'hui la situation. Et ben, ça, c'est les effets positifs de la mondialisation que de retrouver des pays comme Cuba, qui ont longtemps été traités de pays totalitaristes, venir en aide à des pays qui sont justement dans l'économie de marché. Tu te gauchises, Abdeslam, tu te gauchises. Céline Bory, coup de gueule ou coup de cœur? Moi, je vais faire un coup de gueule, plutôt un cri d'alarme, parce qu'il y a des angles morts dans cette situation de confinement dont on parle peu. Je pense notamment aux personnes qui sont actuellement en prison. Et il y a eu des débuts de mutinerie ce week-end de la part de certains détenus, notamment dans une prison en Corrèze, mais pas que. Parce que voilà, le confinement, ils le vivent tout le temps, mais les conditions sanitaires et les risques sanitaires sont peut-être plus importants, certainement plus importants dans une prison qu'ailleurs. Au-delà du fait que les parloirs, et pour des raisons de sécurité qu'on peut tous comprendre, ont été arrêtés, il est important de se questionner sur comment protéger aussi les détenus et les matons. Et les matons qui sont là et qui travaillent sans masque aussi. Et c'est aussi une des choses dont on ne parle pas pour éviter une hécatombe si ça devait arriver dans une maison d'arrêt. Merci à tous les quatre pour vos 3 coups de cœur, si j'ai bien retenu, et un... Bah non, 4 coups de cœur en fait. 4 Oui, c'était à moitié un coup de cœur et un coup de gueule. On termine, comme chaque soir, par le meilleur et le pire d'Internet. Chronique signée et préparée. Non. Comment ça, non? Normalement, c'est Hicham. Ah oui, pardon, je l'avais zappé, notre ami Hicham Terak qui va nous emmener certainement à 20h, l'heure à laquelle on a rendez-vous pour applaudir évidemment tous ce personnel soignant. Hicham Terak pour sa dernière vidéo du jour. Et ce petit coup de gueule, ma frère. Ça fait 6 jours de confinade, la craquance, mais qu'au début, ma frère. Mais ça me pose plein de questions, parce que je suis choqué. Je suis choqué qu'il y ait des gens qui soient toujours en train d'aller courir dehors. Je suis choqué qu'il y en ait certains qui aillent au marché. On t'a dit reste chez toi. Moi, il y a plein de trucs que je comprends pas. Je comprends pas. Je comprendrai toujours pas. C'est comme les gars qui partent à l'école, au lycée, en t-shirt l'hiver. Je comprendrai toujours pas. Comme les meufs qui se maquillent dans la voiture le matin. Le truc que je comprends pas, c'est que malgré le confinement, les interdictions de sortie, on arrive à avoir des bavures policières. Ouais, parce que ça commence à tourner sur les réseaux. Comment on peut mettre une... Prends la preuve. J'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement minimise ce qui nous arrive. Je vous le dis, on va partir pour au moins 3 mois. Moi, je vous le dis, on va prendre 3 mois ferme. Il n'y a pas de sursis, pas de mise à l'épreuve. 3 mois ferme. Je suis choqué, j'arrive pas à comprendre comment TF1 a pu faire que Canal+ ne soit plus diffusé en clair. C'est quelle bâtardise, ça? C'est quelle jalousie, ça? J'arrive pas à comprendre comment Zemmour a pu trouver un lien entre le virus et l'islam. Respect. Je suis choqué parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui ont braqué des voitures d'infirmiers pour voler des masques et des solutions hydroalcooliques. C'est n'importe quoi. C'est de la fisse de puterie. J'arrive pas à comprendre comment la France, un pays qui brille, qui rayonne à travers le monde, soit autant en galère au niveau des hôpitaux. Comment ça se fait? En vérité, c'est des dispensaires, nos hôpitaux. On a archi pas le level et ça, c'est à cause du gouvernement parce qu'il fallait faire des économies, soi-disant. Je suis choqué que cette fameuse influenceuse Kim Glo puisse autant se la raconter sur les réseaux. Elle est tombée sur la tête. Je crois qu'elle a mis trop de collagène ou de botox, mais en tout cas, je crois qu'elle est paumée. On t'oubliera pas, Kim Glo, on va jamais t'oublier, même d'ailleurs. Je comprendrai jamais, ça fait des années qu'on nous dit que le problème en France, c'est l'immigration, les migrants et l'islam. Et aujourd'hui, on voit que le problème, c'était la santé et le gouvernement. En tout cas, je suis en kiff parce qu'apparemment, la nature reprend ses droits. Et il se pourrait qu'en vérité, le virus, c'est nous. Like, commente, partage, jette-toi en l'air et va te faire follow. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Hicham Terak et son coup de gueule chaque jour. Il est, je crois, dans quelques poignées de secondes, messieurs, dames, 20h, l'heure à laquelle il est 20h. Il est 20h. Il est 20h. Applaudissements. Toute la France remercie son personnel soignant. Bravo. 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 C'est pas grave encore. Allez, bravo. Il est où le mégaphone? Il est là, il est là. Vas-y, prenez un coup de mégaphone. Bravo. C'est vraiment le mec de la CGT.
Ça bouge un peu chez toi, Céline? Écoute, je suis restée parce que j'avais froid. Donc, du coup, j'entends pas. Mon bâtiment est très très calme, mais les autres jours, c'est le bordel à la maison. les gondoles C'est le bougent bordel, bien même et les il voisins. fait du bruit. Merci, bravo. C'est calme chez toi? J'ai une voisine, j'ai 2 voisines infirmières. Franchement, c'est terrible. C'est wow, chaque soir, il y a de plus en plus de monde. Bravo, 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 bravo. C'est le craquage de Philippe. Bon. Voilà, Très bien, bravo, merci, merci. Alors, je précise Samia, juste c'est que calme chez Samia toi. nous a montré une petite pancarte pendant ces applaudissements au personnel soignant pour dire qu'il n'y a pas que le personnel soignant, et à juste titre, elle a parlé des caissières, si j'ai bien vu, des agents de nettoyage, et que tous ceux qui participent, comme le disait justement Philippe tout à l'heure, à faire tourner le service public pendant que nous, on est confinés à la maison. Je suis assez content, les enfants, ce soir. Une belle émission qu'on a faite, qui se termine toujours par notre ami Boyaki, qui nous a réservé un petit moment. Le pire et le meilleur du web. Bon, Philippe Boyaki, est-ce que tu es prêt? Bah, moi, je suis prêt. Est-ce que vous l'êtes, vous aussi? On y va. C'est parti. On y est. Vous avez 2 options. Option A, rester marié avec votre femme toute votre vie. Option B. B. Excellent. Ceci est un message officiel et très important pour le corps chirurgical, les chercheurs et les scientifiques. Est-ce que vous pouvez un peu accélérer pour le vaccin? Parce que je suis pas persuadé que le confinement il va durer longtemps. On fait encore un Scrabble. Faites vite. Et dernière petite vidéo, enfin avant-dernière, pardon. Vous savez qu'on interdit maintenant de faire du vélo. Eh ben, il y en a qui ont trouvé une solution entre le vélo et le vélo d'appartement. Alors, c'était pas le vélo, et je vous finis la dernière. La dernière, c'est très important de mettre du gel hydraulique, parce que sinon, il y a des agents de sécurité qui vont vous le faire comprendre. C'est parti. Vas-y. Voilà, merci pour vous. C'est le pire et le meilleur du web. Et on vous prépare encore plein d'autres choses pour demain, donc soyez là à partir de 18h30. D'ailleurs, on invite nos spectateurs, s'ils repèrent des vidéos, en ce moment, il y en a plein qui circulent, à nous les envoyer en message privé sur la page Christophe, le Grand Forum. Et Philippe ira les récupérer pour alimenter sa chronique pour le pire et le meilleur du web. Je vais tous vous remercier d'abord pour votre fidélité, pour avoir passé ce petit moment en notre compagnie, pour se retrouver demain, 8e jour. Demain, normalement, le président devrait s'exprimer, puisque le conseil scientifique doit venir avec le président Macron. J'ai un chiffre ce soir, il est terrible, 186 nouveaux décès en France. C'est malheureusement ce qui nous est parvenu il y a quelques minutes durant cette émission. 186 morts en 24 heures en France. Messieurs, dames, Céline Bory, merci beaucoup, Samia Chiki, Amstamitage, Philippe Boyaki. Et comme chaque soir, on termine par cette phrase. Restez chez vous. Restez chez vous. Salut à tous et à demain, 18h30. Bye bye, ciao.